La RDC ne négociera pas avec les rebelles du M23 avant qu'ils ne quittent les zones occupées dans le pays. Position ferme de Félix Tshisekedi depuis le début du 3e round des négociations à Nairobi. Le ministère de l'économie a publié une nouvelle tarification pour le carburant dans le pays. Quelques heures plus tard, notre équipe a constaté sur terrain des désaccords entre pompistes et chauffeurs. Les clients, eux, subissent, comme c'est souvent le cas. Qatar 2022, première bonne opération pour une nation africaine. Le Sénégal d'Aliou Cissé est venu à bout de l'Équateur dans un match complètement renversant lors de cette Coupe du Monde. Les Lions sont qualifiés pour les 8e de finale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aux dernières nouvelles, des négociations autour du processus de paix qui se tiennent à Nairobi depuis hier, la RDC reste ferme sur sa position. Il n'est pas question de céder au chantage des rebelles, affirmation du président de la République à ses pairs africains qui prennent part à ses assises. Elle a été reprise par le porte-parole du gouvernement en conférence de presse. Vous avez tous observé qu'il s'observe une relative accalmie sur toutes les lignes de front, conformément à ce qui a été dit au mini-sommet, même si des rapports qui nous parviennent renseignent quelques mouvements dans les zones occupées par les M23. Nous continuons de suivre la situation et tout de suite, je tiens à rappeler que pour nous, les M23 ne participera pas aux discussions de Nairobi tant qu'ils n'ont pas libéré ou évacué les localités qui sont occupées conformément à ce qui a été convenu à Luanda. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mardi à l'ouverture de l'atelier de validation des résultats sur l'étude de redynamisation du système d'information pour la gestion de l'éducation dans le secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement veut en ce sens renforcer l'actuel système en y intégrant des nouveaux indicateurs. L'atelier de validation des données de l'EFTP, enseignement de la formation technique et professionnelle, collecté auprès des établissements pilotes à Lubumbashi, Kinshasa et Matadi, est organisé par le ministère de la formation professionnelle et métiers en collaboration avec l'UNESCO. C'est le Premier ministre qui a ouvert ces travaux de 2 jours et il a souligné lors de son discours que le gouvernement réserve une place de choix au secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. C'est pour cette raison que plusieurs actions ont été identifiées en faveur de ce secteur. Occasion pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, de rappeler l'importance de ces données. La coordination des informations matérialisées par le système CIG qui pourra collecter les données des différents organismes relevant dans les secteurs d'enseignement et formation technique et professionnelle et ceux du marché du travail permettra sûrement à nos administrations de mieux orienter les politiques publiques en ayant plus de lumière sur l'ensemble de la réalité du secteur avec son ouverture directe au marché du travail. Signalant que la patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, venait d'ouvrir et donner les go des travaux de construction de centres de formation professionnelle modernes dans tous les 5 territoires du Kasaï oriental et dans 3 autres territoires dans le Kasaï central. Au Sénat, la commission ad hoc sur la synthèse des rapports des vacances parlementaires a clôturé ses travaux. Plusieurs recommandations ressortent de ces assises de 10 jours, dont la primeur est réservée pour le moment à la plénière. Durant 10 jours, la dite commission qui a connu la participation de sénateurs de 26 provinces de notre pays a décrypté les problèmes politiques, administratifs, sécuritaires, économiques et sociaux de leur province. C'est là en présence de la présidente de la commission ad hoc, Nathalie Boulasong, rapporteure adjointe du Sénat, qui a conduit ces travaux de la synthèse des rapports des vacances parlementaires. Ces travaux ont débouché sur les recommandations adressées au gouvernement national en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. La commission ad hoc a adopté la synthèse nationale de rapports des vacances parlementaires en séance du lundi dernier, au cours de laquelle 21 membres sur les 27 qui la composent ont pris part au vote, un vote qui s'est soldé par un oui à l'unanimité. Notons qu'à travers cette commission que dirige Nathalie Boulasong, la Chambre haute du Parlement congolais assure les suivis et les contrôles du gouvernement responsable du développement des provinces. La première de ces rapports des vacances parlementaires est donc réservée à la plénière pour son adoption.
Peter Kazadi a-t-il instrumentalisé la justice dans le dossier Moïse Katumbi contre Pascal Beveragui qui a malheureusement provoqué la mort de l'épouse d'un huissier de justice impliqué dans cette affaire? Faux, réplique le député provincial et avocat qui rejette les affirmations du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. D'après un rapport rendu public par une quinzaine des ONG du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, il a été affirmé que l'arrestation du huissier de justice Hassani a été précédée d'un appel du député provincial Peter Kazadi au sujet d'un dossier opposant Moïse Katumbi à Pascal Beveragui. Tout commence au mois de novembre lorsque M. Hassani, huissier près le tribunal de commerce de Lubumbashi, s'est présenté auprès du cabinet de maître Chimbambi afin de signifier l'arrêt MP 1917. Il ne sortira pas parce que séquestré dans le but d'empêcher l'entreprise Ecobank de procéder à l'exécution de la décision. Son épouse, qui venait d'apprendre la nouvelle, a même trouvé la mort à la suite de cette situation. En réaction à ces affirmations, l'équipe de communication du député provincial Peter Kazadi s'est dit indignée des lire dans les réseaux sociaux ce qu'elle qualifie des affabulations destinées manifestement à nuire à l'image et à la réputation de l'élu de Kinshasa, gravé dans un prétendu rapport écrit par un groupe de soi-disant ONG et relayé par le journaliste Estani Boujakera. Selon l'équipe de communication de Peter Kazadi, il n'est présenté aucun lien entre la supposée détention du fameux greffier et le député provincial Peter Kazadi. Au sujet de l'appel qu'aurait fait le député Peter Kazadi pour influencer la justice dans ce dossier, son équipe affirme qu'il s'agit des fausses affirmations, car Peter Kazadi, vivant à Kinshasa, n'était en aucun cas au courant de ce qui se passait dans le bureau de maître Chimbambi au moment des faits. Usant de son droit de réponse, Peter Kazadi dit être ni près ni de loin concerné par cet incident qui s'est déroulé à Lubumbashi, loin de lui. Que Moïse Katumbi cesse d'instrumentaliser la justice et de manipuler la population pour des objectifs égoïstes, peut-on lire sur ce communiqué. Les prix des carburants à la station viennent de bouger une nouvelle fois, selon un communiqué du ministère de l'économie nationale publié lundi pour la zone ouest. Les litres de l'essence quittent de 2695 à 2855 francs congolais, alors que celui des gasoil revient à 2845 francs au lieu de 2685 francs, comme c'était le cas avant, constat sur le terrain avec nos reporters. Près de 6 mois après la dernière augmentation du prix du carburant à la pompe, le ministère de l'économie vient une fois de plus de réajuster les prix. Là, dans un communiqué rendu public, c'est lundi 28 novembre, chose qui a départagé la vie de plusieurs usagers. Pour certains, c'est normal vu le contexte actuel de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les prix du carburant ne cessent de grimper dans différents pays dans le monde. C'est une situation normale à travers le monde. Il y a fluctuation des prix des carburants partout. Quand vous allez dans plusieurs pays, vous allez trouver qu'il y a ce genre de problèmes qui se posent. Mais simplement, je pense que le Congo a un problème parce que nous importons les carburants de loin. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas vraiment d'accord avec d'autres pays voisins ou africains producteurs de pétrole. Et peut-être cela pourrait jouer un peu sur la balance et puis aussi quelle est notre réserve interne avec lesquelles le gouvernement peut jouer sur la baisse ou l'équilibre des prix. Pour d'autres, gouverner c'est prévoir. Les dirigeants ont les devoirs d'anticiper les solutions face aux différentes crises, dont notamment la crise du carburant. Pour ceci, ils doivent trouver des solutions idoines afin de pallier à ces derniers. Augmentation, il y a carburant en fait pour moi. Les a endommagé domaine il y a transport. L'augmentation du carburant pour moi endommage le domaine du transport et ça a créé également l'augmentation au niveau des prix des transports en commun. Cela crée aussi l'instabilité au niveau des prix qui ne sont pas les mêmes dans les différentes stations. Nous condamnons pas non plus les chauffeurs. On a 500 fois pour arriver à magasin. Dans la situation où il y a embouteillage. Dans son communiqué, le gouvernement a par ailleurs rappelé que cette situation fait suite à l'évolution de la structure des prix des 10 produits. Elle vise également à soulager la trésorerie des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans les pays.
Cérémonie officielle d'installation ce mardi des membres du Comité national du mécanisme de gestion des plaintes sur les abus sexuels en milieu scolaire, présidé par la vice-ministre de tutelle Aminata Namassia. Ce système, sous la direction du projet PERS, offre aux citoyens et à leur communauté la possibilité d'exprimer leurs préoccupations ou leurs plaintes sur les violences sexuelles. La RDC s'est engagée dans la voie de réforme visant entre autres à améliorer la gouvernance de son système éducatif. Dans ces cadres, la vice-ministre à l'EPST, Aminata Namassia, a officiellement installé le Comité national du mécanisme de gestion des plaintes à travers le projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Au cours de cette cérémonie, ses membres ont donc signé le procès verbal de leur installation et le code de la commission a été remis à chaque membre. Ces mécanismes est au contraire mis en place pour renforcer la gouvernance en donnant la parole aux bénéficiaires directs de nos services et en instaurant le devoir de redevabilité des acteurs à tous les niveaux du système éducatif, ainsi promouvoir la protection, l'inclusion et la sécurité en milieu scolaire. Je voudrais à travers ces mécanismes que les parties prenantes du système éducatif soient informées de leurs droits et devoirs. Le CNJP est donc un mécanisme permettant la dénonciation, la documentation, l'intervention et la gestion en toute sécurité et confidentialité de plaintes relatives à l'exploitation et abus sexuels. Cette problématique nécessite une mobilisation à tous les niveaux pour que le milieu scolaire soit un lieu protecteur et favorable aux apprentissages dans le respect des droits humains spécifiques des droits de l'enfant. À noter que ce système de gestion de plaintes est instauré à tous les niveaux de gestion, notamment l'école, la sous-division, la province et les niveaux central. Jean-Claude Mukendi, nouveau directeur général des lignes maritimes congolaises, reste déterminé à mener à bon port cette entreprise publique à travers un plan de relance 2023-2025 afin de redynamiser cet armement congolais, plan qu'il a présenté au conseil d'administration. Remercier sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avoir porté son dévolu sur nous en nous nommant directeur général des lignes maritimes congolaises. De notre prise de fonction, nous avons fait l'état des lieux de l'entreprise et nous avons fait aussi les diagnostics que nous avons eus à présenter au conseil d'administration. Pour ce faire, le conseil d'administration nous a demandé d'élaborer le plan de relance 2023-2025 qui tient compte des diagnostics que nous avons posés. Ce plan de relance 2023-2025 est axé sur notre objectif principal qui est le shipping, le transport maritime. Raison pour laquelle que nous nous trouvons ici à Bruxelles parce que le gros, si pas la totalité actuellement de notre transport maritime, c'est sur la ligne Nord-Continent. La gouverneure du Lualaba a présidé la cérémonie d'ouverture de la 3e session de la conférence nationale sur le sida édition 2022. Le Lualaba est choisi par rapport à son aspect minier et suite aux personnes qui viennent en grand nombre de tous les coins du monde pour des raisons économiques. C'est sous le thème mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour un développement durable que s'est ouvert en présence de la gouverneure du Lualaba à GPMKT Beach, non loin de Kolwezi dans le territoire de Muchacha, que la 3e conférence nationale sur le sida a ouvert ses portes. Coordonnée par le président de la République, la séance d'ouverture a connu la présence des gouverneurs du Tanganyika, du Sankuru, du Kasaï oriental et plusieurs délégations venues de l'ensemble de la RDC. La représentante de l'ONU-SIDA a axé son allocution sur la détermination de son organisme à mettre fin à cette pandémie d'ici 2030. Nous devons agir plus rapidement, travailler plus intelligemment,
Avant d'ouvrir la conférence, Marie-Thérèse Masuka Saini a salué la volonté du président de la République qui met la santé du peuple congolais au cœur de sa politique gouvernementale. Ici est de rappeler les efforts fournis par le gouvernement international et provinciaux de notre pays à travers divers partenaires techniques et financiers aux activités de la lutte contre le VIH-Sida, notamment la disponibilité des tests de dépistage gratuits, la disponibilité des antirétroviraux, la sensibilisation continue de la population, etc. Les délégués de 26 provinces de la RDC, les divers partenaires, les entreprises privées et publiques et les membres du gouvernement Lualabé ont participé à cette séance d'ouverture. Ces assises iront jusqu'au 1er décembre prochain. Le PRP n'a pas dérogé à la règle. Comme tous les 27 novembre, le parti cher à Mzee Laurent Désiré Kabila s'est souvenu de son initiateur lors d'une fastueuse cérémonie organisée par ce parti politique. La date a même été décrétée journée de la jeunesse kabiliste. Nous sommes à la paroisse Fatima de la Gombe. C'est ici que les cadres et militants du Parti de la Révolution populaire ont célébré avec faste le 27 novembre la date marquant la naissance de l'ancien président de la République démocratique du Congo et président idéologique du PRP, assassiné en plein pouvoir par ceux que qualifie le Parti des ennemis de la République. Prenant la parole sous les ovations de militants et cadres du parti, le secrétaire général du PRP, Jules Banzé Moulongo, a affirmé que contrairement à ce que disent les autres, Laurent Désiré Kabila n'est pas mort, il est vivant et se repose en homme vivant devant le palais de la nation. Célébrer la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas fêter son anniversaire, mais c'est l'immortaliser. Nous avons voulu immortaliser Mzee Laurent Désiré Kabila pour que ceux qui croient qu'il est déjà mort sentent aujourd'hui que Mzee Laurent Désiré Kabila vit encore. Je dis il vit par son idéologie et son esprit, et il vit encore par sa progéniture, par son fils, Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire général a ensuite dressé un bilan brillant de l'ensemble des actions menées de son vivant par le musée. Mzee Laurent Désiré Kabila reste un dirigeant à vie. Aucun président en République démocratique du Congo n'a aimé son pays comme lui. Et aucun parti politique n'a fait mieux que le PRP. En 2023, il y aura élection. Ils ont une arme, c'est le bulletin de vote, pour congédier ceux qui font souffrir la République démocratique du Congo et mettre en place des leaders dignes de développer le Congo à la trempe de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le PRP a donc immortalisé les acquis de Laurent Désiré Kabila et a décrété le 27 novembre, journée de la jeunesse kabiliste. Publication du calendrier électoral. Les mouvements des défenseurs de la République encouragent la CENI et annoncent son soutien au chef de l'État afin de remporter la prochaine présidentielle. Ce mouvement, basé essentiellement sur des activités sociales dans le district de la Funa, s'aligne derrière toutes les bonnes actions et combats contre les antivaleurs. Au cours de cette conférence de presse, le MDR, Mouvement des défenseurs de la République, a promis de travailler de manière à donner au président de la République, Félix Tshisekedi, son deuxième mandat en 2023. Surtout que la CENI a confirmé qu'il y aura élection présidentielle et autres. Le MDR appelle les Congolais de tous bords à s'approprier du calendrier électoral. L'ambition du chef de l'État de diriger le pays était accompagnée avec une compétence voulue. C'est ce qui fait que nous, MDR, nous disons oui au deuxième mandat du chef de l'État déjà en 2023. Nous, MDR, nous disons oui à la réélection du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous, MDR, nous appelons le peuple congolais, nos compatriotes de la Funa, de s'approprier du calendrier électoral. Pour cette structure apolitique dirigée par Kenny Lola, Félix Tshisekedi, dont les membres du MDR appellent affectueusement Noé, à leur total soutien grâce à ses multiples réalisations depuis son avènement au pouvoir, notamment la gratuité de l'enseignement de base, de la maternité, l'application de l'état de siège et le soutien logistique au FARDC. Et en soutien au FARDC, le MDR invite les jeunes à s'enrôler massivement à l'armée. Ces mouvements des défenseurs de la République, encore apolitiques, existent depuis 2018 et assistent régulièrement les vulnérables. Le gouverneur Boloko poursuit avec les travaux de réhabilitation de toutes les grandes artères de la ville d'Ombanaka après le Wassamania. C'est maintenant le tour des avenues du Congo et de la maternité au centre-ville.
déterminé à réhabiliter toutes les avenues qui autrefois ont fait la fierté de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Bobo Boloko a, depuis un certain temps, lancé les travaux de réhabilitation de grandes artères. Pour ces jours, ce sont les avenues du Congo et de la maternité au centre-ville qui sont à l'honneur. Pour ce qui est de l'avenue du Congo, les travaux de sa réhabilitation vont du rond-point Africantel à la résidence officielle du vice-gouverneur. Mais papa Bobo na bolingo naye abotami na kati te ya ville oyo abijame il faut natika bilembo yango atiki bilembo travers papa to sepeli vraiment nzamba bakse ya mingi ningi abongise biso balabala o kuto tiaki ataka teke ko sale mame asani na sepeli makasi nzamba azwa loko. En traversant les avenues Mouji et Mobutu, tandis que l'avenue Maternité, sa modernisation part de l'avenue du Congo au siège de la DGRAD pour l'avenue Bonsomi en face de la TMB, travaux exécutés par l'entreprise chinoise GGPI. Une satisfaction pour les habitants de ces coins qui peuvent voir leur route être revêtue de sa plus belle robe. La présidente de l'ONG ELCOS, active depuis plus de 18 ans partout en République démocratique du Congo, Odiane Lukako, se dit toujours préoccupée par l'avenir de son pays et de ses compatriotes. Elle s'est rendue dans la province de l'Équateur justement où elle a lancé la construction des bâtiments qui occuperont le premier grand centre de formation technique et professionnelle de la province. Contribuer au développement de la province de l'Équateur figure parmi les priorités de la présidente de l'ONG ELCOS, Odiane Lukako, accompagnée du chef des missions adjoints de l'ambassade des Suisses en RDC, Daniel Fréofer, et de ses collaborateurs d'ELCOS. Cette visite avait pour objectif de promouvoir et présenter au monde la belle image qu'est rêvée son Équateur natal. Après échange avec les autorités de la province, notamment le gouverneur Bobo Boloko, Lukako et sa délégation ont passé un moment de communion avec les mamans catholique de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Ce n'est pas tout. La présidente de l'ONG ELCOS a également, au nom de son organisation, remis au total 56 sacs de ciment pour la construction d'une salle polyvalente, pour la prise en charge et l'autonomisation de ces femmes. Après l'étape de Mbandaka, Odiane Lukako et sa délégation ont visité le village de Bakala, où ils ont posé la première pierre sur les sites où sera érigé le grand centre de formation technique et professionnelle en vue d'une prise en charge de jeunes. Ils ont par la suite visité le peuple autochtone à Bokatola. Ici, ils ont échangé avec la communauté des Pygmées. ELCOS remercie beaucoup le gouverneur de la province de Mbandaka de nous avoir bien accueillis. Je remercie aussi Monsieur Daniel qui est le chargé de mission de l'ambassade de Suisse. Le travail de ELCOS aujourd'hui, c'est de faire un lobbying chez nos partenaires pour qu'ils viennent voir la province de Mbandaka, savoir quels sont leurs besoins. La délégation ELCOS a clôturé son séjour à l'Équateur par les villages historiques de Bokoté sur les chantiers où sera construit les musées dédiés à Bakanja. Les restantes nominations des acteurs de la grande et petite territoriale par le chef de l'État fait encore réagir la classe politique. Dodo Lutombo, président du parti Mpassa, relève certaines irrégularités et réclame des réajustements. Les nominations portant sur les animateurs de la grande et petite territoriale en République démocratique du Congo ne laissent pas indifférent la classe politique congolaise, à l'occurrence, Maître Dodo Lutombo, président du parti politique Mpassa, ne décolère pas et voudrait à ce que les choses soient corrigées de manière rationnelle. Nous reprochons à ces ordonnances-là beaucoup d'irrégularités, étant donné qu'on n'a pas respecté l'équilibre géopolitique et géostratégique tel qu'édité dans la Constitution de la République. Alors nous sollicitons tout simplement que le chef de l'État puisse surseoir à l'exécution de ces ordonnances-là, en attendant de les corriger parce que l'erreur est humaine. Nous constituons aujourd'hui en porte-voix de tout ce peuple, tous ces Congolais-là qui se sont vus vexés par rapport à ces récentes ordonnances, étant donné qu'on n'a pas tenu compte des réalités sur le terrain. Au niveau de gouverneurs, il n'y a pas de baléga. Partout, il n'y a pas de baléga. Alors, nous voudrions relever ça et dénoncer cela, étant donné que nous constituons la deuxième force au Sud Kivu. Et nous, en tant que leader d'opinion, on a du mal aujourd'hui d'aller sensibiliser, continuer à sensibiliser les jeunes, de se faire enrôler dans l'armée, se faire enrôler dans la police nationale, alors que lorsqu'il y a maintenant à tirer les vidanges, là, on se passe d'un côté. Ça, ce n'est pas tout à fait normal. Les partis politiques Mpassa voudraient donc faire entendre sa voix et exiger qu'il y ait répartition quant à ce qu'ils qualifient d'inégalité.
Mariquette Mutinga, députée, rapporteure de l'Assemblée provinciale et présidente adjointe du PDG, a réuni ce week-end la communauté pastorale de l'Insélé pour une séance de prière en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans les buts de clôturer les 3 jours des prières pour la nation que plus de 50 pasteurs des églises de Terre Jaune, en Passa, regroupés au sein d'une association, ont invité la députée provinciale Mariquette Mutinga, présidente du PDG et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à prendre part en ces moments de prières pour la nation. Mobilisés comme un seul homme, les membres de l'église ont rempli la salle pour implorer Dieu en faveur de la RDC. À l'heure de la prêche, le pasteur Olivier Bakutwana a rappelé aux fidèles l'histoire de David qui a été oint par le prophète Samuel. Juste après la lecture de l'homélie, les représentants des pasteurs des églises d'Ntélé a encouragé Mariquette Mutinga de continuer à œuvrer pour la cause de ses électeurs. Impressionnée par cette mobilisation faite par les pasteurs, Mariquette Mutinga a demandé des prières en faveur du président Félix Tshisekedi et pour la nation congolaise qui est en train de subir une agression. Et parce que ce pouvoir vient de Dieu, Dieu nous a donné le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cela qu'il est combattu. Tous ces gens veulent avoir la même mise sur nos richesses. C'est pour cela que je demande aux pasteurs, n'abandonnez pas le président de la République. Il a besoin de nos prières. Soutenons-le par nos prières. Juste avant son départ, l'élu d'Ntélé a offert aux pasteurs des chaises, des matériels de construction, plus une enveloppe consistante, un acte pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Le parti politique Union pour la réussite du Congo, cher Simon Ikamba, n'est pas resté indifférent face à l'agression rwandaise. Ses cadres et militants ont répondu à l'appel du chef de l'État à travers une marche pacifique suivie d'un dépôt de mémorandum auprès de quelques ambassades à Kinshasa. Forte mobilisation, cris et chants de colère, c'est dans cette attitude que s'est déroulée la énième sortie des militants et militantes du parti Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, dans les artères de la ville-province de Kinshasa. Condamnant farouchement l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda, le parti cher à Simon Ikamba a adressé un message de réveil des consciences à la population congolaise, la communauté internationale et au président de la République, Félix Tshisekedi, au travers un mémo lu par le secrétaire général des URCO, Gérard Moulumba. Nous adresser au peuple congolais, à son ensemble, en particulier à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Avec la situation que traverse la République démocratique du Congo, notre unique et riche patrimoine qui ne cesse de combattre depuis plusieurs décennies des grandes puissances du monde, ainsi que certaines africaines à cause de ses richesses. Que vive la RDC, que vive le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'IRCO, que vive le président national Simon Ikamba. Invitant tout Congolais à l'unité et à l'accompagnement du président de la République pour faire face à l'agression rwandaise, l'Union pour la réussite du Congo réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation et demeure allié de l'UDPS Tshisekedi. Coupe du Monde Qatar 2022 pour terminer. Déjà un pays africain en 8e de finale. Il s'agit du Sénégal qui a battu l'Équateur ce mardi 1-2 en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A. Une victoire qui a permis aux Lions de la Teranga de totaliser 6 points et finir en 2e position du groupe A après les Pays-Bas. L'autre pays d'Afrique qui ira chercher sa qualification demain, c'est la Tunisie qui affrontera la France. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La RDC ne négociera pas avec les rebelles du M23 avant qu'ils ne quittent les zones occupées dans le pays. Position ferme de Félix Tshisekedi depuis le début du 3e round de négociations à Nairobi. Kinshasa ne cédera pas à n'importe quel chantage. Le ministre de l'économie a publié une nouvelle tarification pour le carburant dans le pays. Quelques heures plus tard, notre équipe a constaté sur le terrain des désaccords entre pompistes et chauffeurs. Les clients, eux, subissent comme c'est souvent le cas.
Qatar 2022, première bonne opération pour une nation africaine. Le Sénégal d'Aliou Cissé est venu à bout de l'Équateur dans un autre match complètement renversant. Lors de cette Coupe du Monde, les Lions sont qualifiés pour les 8e de finale. À tous et à tous, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.